Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. J'entreprends d'inscrire ici jour par jour tout ce qu'a dit et fait l'empereur durant le temps où je me suis trouvé près de lui. Ainsi débute le mémorial de Sainte-Hélène et c'est avec plaisir que nous allons en parler avec Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon, mon général, Pierre Branda, directeur scientifique de la Fondation. Merci beaucoup pour ce colloque. Charles Éloi Vial, conservateur des bibliothèques à la BNF. Vas-y, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse? Le métro. Un extrait du film de Louis Malle, Zazie dans le métro, d'après le roman de Queneau. Zazie n'en a rien à faire de Napoléon. Cet enflé avec son chapeau à la con, dit-elle, Napoléon, mon cul. Thierry Lenz, bonjour. Oui, mais bonjour. Nous en sommes loin. La petite Zazie ne s'intéressait pas au Napoléon. Je voudrais qu'on commence en évoquant peut-être de l'égo-histoire. À partir de quel moment avez-vous rencontré le mémorial ? J'ai rencontré assez tard, parce que le mémorial, c'est quand même un gros livre. Donc il faut avoir déjà une soif de lecture et puis ne pas avoir complètement peur de ces... Alors moi, je l'avais en 3 volumes publiés en 1969 avec une jolie reliure, avec des aigles, etc. Donc en fait, on me l'avait offert probablement pour que je caresse la couverture plutôt que je lise le livre. Donc je l'ai lu un petit peu plus tard. Je devais avoir 16-17 ans. Ouais. Pareil, Pierre. Oui, je rencontre le mémorial à peu près au même âge, effectivement, après avoir lu André Castelot, aussi un Napoléon raconté aux enfants, bon, bien plus jeune, mais effectivement le mémorial arrive, alors peut-être pas dans son intégralité, en fait on pioche un peu dedans, on lit le départ, on s'arrête, enfin on a plusieurs temporalités, exercices dans le mémorial en fait, et on le découvre petit à petit, ce qui effectivement il ne se digère pas d'un seul coup. Non mais c'est intéressant d'évoquer cette approche du mémorial de Sainte-Hélène. Charles Éloi, on voit bien ici, dans ce que dit Thierry, dans ce que dit Pierre, c'est que le mémorial est souvent découvert aujourd'hui quand on commence à s'intéresser à Napoléon. C'est pas par le mémorial qu'on s'intéresse à Napoléon, c'est plutôt le document qu'on va découvrir ensuite comme une source. Oui, alors moi j'ai découvert le mémorial un peu plus tard en réalité. J'ai découvert quand je faisais mes études pendant un stage, et c'était parmi les livres à classer, c'était un stage à Malmaison, et il y avait la belle édition de 1842, celle qui est très illustrée, dont on va reparler, et à ce moment-là je débutais dans les études napoléoniennes, et je me suis dit, waouh, mais c'est une source de premier ordre. Et puis petit à petit, en le relisant, en lisant les travaux des uns des autres, on se rend compte que c'est une source qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, qu'il faut critiquer. Mais pour un jeune étudiant, c'est une porte d'entrée dans le monde napoléonien absolument, absolument fantastique, parce que non seulement on y apprend énormément de choses, mais ça donne plein d'idées, et en plus ça fait rêver. Oui, c'est beaucoup déjà de faire rêver pour un ouvrage. Thierry, quand on lit le mémorial, faut le dire, faut s'accrocher. C'est pas facile à lire le mémorial. Il y a besoin de tout un univers à connaître, c'est-à-dire le contexte simplement, sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que, comme dit Charles Éloi, il ne faut peut-être pas commencer par le mémorial, encore que le professeur Jean Tullard a parlé de l'édition de Dunant, que moi j'ai eu un petit peu plus tard, et effectivement, on pourrait presque commencer par là, mais en utilisant l'édition Dunant, parce que les notes, à l'époque, les éditeurs les mettaient encore en bas de page, donc c'était beaucoup plus facile. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est un bon moment. Et quand on se met à s'intéresser au style, à se laisser emporter par le style, et qu'on commence à être donc gêné par les notes de bas de page, je crois que c'est là qu'on est vraiment entré dans le mémorial de Sainte-Hélène, parce que ça se lit peut-être pas comme un roman, n'exagérons pas, mais enfin c'est quand même très 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 intéressant. Oui, c'est joliment dit ça, de se laisser embarquer au fur et à mesure, parce que il y a tout un univers qui est évoqué dans le mémorial, et il faut faire l'effort de se projeter. Je pense que pour le mémorial, il y a besoin de s'imaginer soi-même en tant qu'observateur lors de l'exil. Il y a de ça, Pierre. J'imagine que le mémorial, le lire à Sainte-Hélène,
Ça doit être une expérience sensationnelle. Oui, oui, sensationnel. On peut même le lire dans la chambre de Lascaz, puisque c'est possible dans les domaines de Sainte-Hélène, dont le consul Michel Martineau est présent parmi nous. Donc vous pouvez faire l'expérience. Et bien souvent, les voyageurs vers Sainte-Hélène ou à Sainte-Hélène partent, lisent le mémorial in situ ou vers le site, ce qui donne un relief particulier, parce que là-bas, Michel Martineau en parle mieux que moi évidemment, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé, à part un aéroport en plus. Mais effectivement, on se retrouve dans le jardin, sous le chêne, on peut s'asseoir sur le banc, etc. Donc il y a une magie des lieux qui répond à la magie de Lascaz. Je voudrais dire aussi qu'en fait, sans qu'on le perçoive tout de suite, Lascaz a employé un procédé éminemment cinématographique, puisqu'il, pardonnez-moi de cet anglicisme, mais il utilise la méthode du flashback, c'est-à-dire on est à la fin de la vie d'un homme dont on suit les épreuves, qui est dans la déchéance et qui raconte sa gloire. Et donc cet effet de clair-obscur tout de suite donne un relief particulier et moderne. Là, on parlait tout à l'heure de la modernité de l'Atlas de Lascaz sous le nom de Le Sage, mais là encore, dans la construction du récit du journal, il n'est pas comme les autres du tout. Il y a cette alternance, cet effet qui comme ça, produit de la nostalgie et un effet de contraste saisissant. On se dit, c'est pas possible, cet homme-là, avec tant de gloire, tombe aussi bas dans l'infamie anglaise, pardonnez-moi pour les Anglais, entre guillemets, mais voilà, et tout de suite, ça, sans qu'on s'en rende compte, on entre dans un univers. Oui, Charles Éloi, on a vraiment ça. À la lecture du mémorial, moi j'ai ressenti de manière très forte ces petits moments d'intimité, c'est-à-dire que l'empereur glorieux disparaît à certains moments pour laisser place à l'homme. Quand il se brûle dans sa baignoire parce que le robinet est trop chaud, enfin, c'est très étonnant, mais c'est ce charme aussi du mémorial. Oui, c'est ce charme du mémorial et c'est ce qu'on recherche souvent dans Napoléon parce qu'on connaît l'empereur et c'est la démarche qu'on a tous comme historiens, comme admirateurs. On va par exemple aller à Malmaison, on va aller à Fontainebleau, on veut voir les petits appartements, on veut voir l'endroit où il vivait, on veut saisir l'homme sur le vif, on veut voir l'homme derrière le chef d'État, derrière le chef de guerre, et il y a un peu ce mystère de l'intimité. C'est quelque chose qui est assez contemporain finalement, on en parlera cet après-midi, mais c'est contemporain de Lascaz. La curiosité pour l'intimité des grands. Comment ils vivent, on peut penser par exemple justement au jeune Bonaparte qui à la toute fin de l'Ancien Régime va, comme des milliers de Français, à Versailles pour voir Marie-Antoinette et Louis XVI dîner en public. La curiosité pour le quotidien des souverains. On peut penser, j'en avais parlé plusieurs fois, aux groupes qui s'inscrivent pour visiter le cabinet de travail de Napoléon aux Tuileries quand il n'est pas là. Donc il y a cette curiosité et ce livre, le mémorial, permet de la saisir sur le vif parce qu'on a tous les petits détails du quotidien. C'est quelque chose qui va être énormément développé dans tous les écrits de Sainte-Hélène, Lascaz et puis au-delà, Marchand, Ali notamment, le grand homme, comment il vivait, qu'est-ce qu'il mangeait, est-ce qu'il dormait bien, est-ce qu'il dormait mal, qu'est-ce qu'il chantait le matin en se rasant. C'est ce qu'on a envie de connaître, parce que le génie, on a du mal à l'appréhender, mais l'homme, lui, on peut essayer de le comprendre. Oui, puis l'homme est vraiment au cœur du mémorial. C'est ça qui est très très fort, hein, avec ce côté journal. C'est un journal et donc on suit cette évolution. Il y a un petit côté voyeur avec le mémorial, c'est-à-dire qu'on a le détail de ce que l'on attend, c'est-à-dire connaître tout de lui à tout moment. Vous l'avez lu, vous, Thierry, là-bas à Sainte-Hélène, le mémorial? Vous avez fait, alors pas l'ensemble, bien sûr, mais le plaisir de lire quelques pages. Il se trouve que j'en viens hein, de Sainte-Hélène, que le groupe avec lequel je voyageais avait reçu en cadeau le mémorial de Sainte-Hélène. Donc voilà, donc j'en ai profité pour rejeter un petit coup d'œil dessus, mais puisque Michel est là, Michel d'Antoine Martineau, il y a quelque chose qu'il dit parfois, c'est que le mémorial donne aussi une idée de Sainte-Hélène qui n'est pas forcément la réalité de Sainte-Hélène. Par exemple, il faut que Napoléon ait été placé à un endroit où il fait toujours mauvais, où tout est embattu par les vents, il n'y a pas de végétation, et ainsi de suite. En réalité, ce n'est pas du tout ça, c'est que c'est effectivement un endroit qui est peut-être un peu moins agréable, et même nettement moins agréable que le reste de l'île. Et Michel nous dit souvent qu'il a certains visiteurs qui, arrivant à Longwood, telle que la maison est présentée aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa version 1821, presque s'arrêtent devant la maison en disant « Non, non, c'est pas ça ».
Comme s'il s'était trompé d'île. Alors, bon, c'est un peu difficile de se tromper d'île dans ce coin-là, mais bon, ils vous disent ça parce qu'il y a des fleurs, parce qu'il y a une végétation tropicale, parce que la maison, au fond, comment dire, à l'aune de nos individualités, apparaît être une grande maison, et ainsi de suite. Donc, ils avaient lu le mémorial, ils avaient vu un Napoléon presque enfermé, avec le vent sans arrêt, etc. Puis, s'ils arrivent un jour de soleil à Longwood, eh ben, ils vous disent, non, c'est pas ça, c'est pas possible. Et ça vous met quand même aussi un peu la puce à l'oreille sur un des objectifs qui avait été poursuivi par Lascaz. On en parlera cet après-midi. Dans la première version, celle que Peter Hicks a retrouvée il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas tout ça. Et ça montre d'abord, et probablement, que Lascaz est aussi un grand écrivain. Parce qu'il a fait de quelque chose d'assez plat, qui était une espèce d'agenda au jour le jour, une œuvre littéraire, Arthur nous l'a dit, qui était tellement forte que les écrivains allaient la lire en cachette aux toilettes, comme il a dit tout à l'heure. On connaissait le soleil d'Austerlitz, voici le soleil de Longwood. Pierre, vous l'avez ressenti, ce sentiment, confronté à la réalité de ce que peut être Sainte-Hélène, vous dire vos représentations nées de vos lectures du mémorial, c'est pas exactement ça. Non, non, c'est juste, c'est difficile de comprendre le séjour hélénien sans y aller, parce qu'on perçoit, alors il y a une émotion évidemment qui est sous-jacente, mais les lieux, comme l'a bien dit Thierry, sont différents de l'imaginaire. Il y a toujours évidemment une différence entre l'imaginaire et la réalité, et là c'est une île dans laquelle on a envie de rester, de séjourner. Elle est très belle, elle possède plusieurs climats, c'est vrai, celui de Longwood étant le plus désagréable, c'est vrai, mais bon, l'île par elle-même est magnifique. Je voudrais dire aussi qu'il y a un livre en écho au mémorial qui a beaucoup marqué la mémoire collective. Il est beaucoup plus récent, c'est La Chambre noire de Longwood, où Jean-Paul Kaufmann a un petit peu une sensation de mémorial et comme ça traite de l'enfermement lui-même. Vous le savez, qui avait été captif, otage au Liban, donc il y a comme ça un certain écho à la captivité, au sentiment d'enfermement. C'est vrai que dans la littérature et dans ce qu'on peut avoir aussi comme intérêt, c'est effectivement le captif, la personne enfermée. C'est le comte de Monte Cristo. C'est cette dimension-là aussi. Est-ce que bien Jean-Paul Kaufmann met bien en scène? Et là, évidemment, lui aussi, comme écrivain, il a un petit peu forcé le trait. Bon, le Longwood qu'il a connu n'est plus tout à fait le même. Il a été bien restauré depuis, mais comme ça, il nous fait page après page. D'ailleurs, il évoque souvent le mémorial. Il met cette expérience de captivité en perspective. Alors c'est vrai qu'on se dit, une captivité comme ça, peut-être on en voudrait bien, mais bon, il faut quand même rester aussi 6 ans, pas seulement une semaine ou 2. Mais c'est vrai que ce n'est pas une obscure prison, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de Longwood, et le domaine est assez grand, donc on peut penser voilà, que les conditions ne sont pas aussi défavorables qu'on a pu le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette déception aussi. On se dit, on va beaucoup le citer, évidemment Michel Dancois de Martineau, où les gens s'attendent à une chambre noire en Longwood, décrépit, envahi des rats, percu d'humidité, etc. Bon, ça peut être aussi découvert sous le soleil et dans les magnifiques jardins qui avaient été créés par Napoléon d'ailleurs et recréés depuis. Dans les éditions du Mémorial de Sainte-Hélène, il y a les illustrations aussi. Charles Éloi, conservateur des bibliothèques au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, c'est une histoire qui s'écrit en parallèle de tout ce que nous racontons. C'est comment a été diffusée cette histoire-là par l'image donnée par Lascaz, écrivain, et puis par toutes ces illustrations qui accompagnaient. Il y a tout un univers visuel qui est créé, d'où, pour certains, cette déception quand on arrive en disant « mince, c'est pas aussi sinistre qu'on nous l'avait dit ». Oui, alors j'anticipe un peu sur ma propre communication de demain et puis sur celle d'Elisabeth Côte, qui est directrice du musée de Malmaison, qui parlera des illustrations, mais c'est des illustrations souvent assez peu fidèles à la réalité, puisque bon, on voit 3 palmiers, 3 bananiers, mais les illustrateurs n'avaient pas forcément été à Sainte-Hélène, ils ne voyaient pas forcément quelle était
la végétation. C'est souvent un peu plus fidèle quand on imagine l'intérieur, parce qu'on avait par exemple le tableau de Steuben qui est assez fidèle, donc on avait peut-être une meilleure idée de l'intérieur du lieu. Après, Napoléon n'est souvent pas représenté tel qu'il était, il est toujours en uniforme de colonel de la garde comme il l'était sous l'Empire, alors qu'il avait plutôt une espèce de veste verdâtre un peu élimée, donc il est plus fidèle à sa légende. Et souvent, ce qui m'a surpris dans l'iconographie, ce qui accentue le côté un petit peu dramatique, il y a un tableau qui est conservé au musée de Versailles, où on voit Lascaz en train de noter les paroles de Napoléon, et c'est Napoléon qui est couché dans son lit en chemise de nuit en train de mourir. Donc Lascaz se met aussi en scène comme le dernier confident qui recueille les derniers aveux de l'empereur, alors que Napoléon était encore en pleine forme quand Lascaz part. Donc il y a aussi ce côté dramatique, on accentue, donc tout l'imaginaire se réveille quand on lit les descriptions de Sainte-Hélène sous la plume de Lascaz. Donc on imagine vraiment un endroit horrible, on imagine un empereur mourant, donc il y a un côté dramatique qui est accentué par le biais de l'iconographie, évidemment par les descriptions. Et tous les autres témoins de Sainte-Hélène vont aller dans ce sens. Je me souviens des mémoires de Marchand qui avaient été réédités par Jacques Jourquin, justement, où Marchand décrit la façon dont il monte en direction du plateau de Longwood, et il passe de paysage paradisiaque en paysage paradisiaque pour ensuite arriver dans une sorte de toundra catastrophique envahie par les insectes, et on a envie de pleurer avec lui, on compatit forcément. Oui, parce qu'on se laisse avoir par le mémorial. D'ailleurs, Charles Éloi vient d'évoquer ces autres récits de Sainte-Hélène. Pourquoi le succès du mémorial par rapport aux autres, et même les mémoires de Napoléon, Thierry? Oui, alors pour un historien, c'est une vraie surprise. On a beaucoup utilisé le mémorial, même nous, et on verra d'ailleurs, même nous avouerons nos erreurs cet après-midi, mais on a aussi un document qui est quasiment jamais utilisé, c'est véritablement ce qu'on appelle les mémoires de Napoléon, c'est-à-dire toute une partie de sa vie qu'il a certes dictées, mais enfin on peut dire que ce sont des mémoires qu'il a écrites lui-même. On y a pratiquement toute la Révolution, il y a des petits bouts du consulat, des petites allusions sur l'Empire, et puis surtout le grand récit de la bataille de Waterloo, qui a été publié même bien avant le mémorial, puisqu'il est publié grâce à O'Meara. Peter aura noté que j'ai cité le docteur O'Meara. Il est publié en 1819. Ce sont là, c'est vraiment ce qui sort de la bouche du cheval, et on l'utilise très peu. Alors, il faut reconnaître aussi que ce sont des écrits que Napoléon a composés comme s'il était son propre historien, un peu comme les mémoires de guerre ou les mémoires d'espoir du général de Gaulle. Il les a écrits ou dictés avec de la documentation. C'est pour ça qu'on n'a presque rien sur l'Empire et très peu de choses sur le consulat. C'est parce qu'il n'avait pas la documentation, disait-il, pour se lancer dans les dictées. Il n'a pas voulu faire ce dont je me souviens. Voilà, il voulait faire œuvre d'historien. L'exilé Napoléon juge la vie de Napoléon Bonaparte. Alors, ce sont des textes assez ennuyeux, mais très précis, qui ne donnent jamais vraiment d'opinion de Napoléon, mais qui sont sa version, par exemple, de la campagne d'Italie, de la campagne d'Égypte, du siège de Toulon, des journées de Vendémiaire, des concordats, enfin, etc. Et on ne les voit jamais cités, alors de temps en temps, mais il y a les grandes phrases, il y a les choses, mais ils ne sont pas utilisés comme une source, et ça a même été très peu réédité, puisque la dernière édition intégrale, c'est 1905, donc c'est comme si on avait complètement oublié ces textes. Alors il y a eu une édition partielle en 2010, mais de trois volumes, on aurait probablement pu en faire 2 de plus, et c'est presque incompréhensible qu'on n'ait pas utilisé cette source-là, qui est, alors c'est pas plus juste qu'autre chose, mais c'est Napoléon qui les a dictés. C'est pas Lascaz qui est venu dire Napoléon m'a dit, voilà, là c'est Napoléon qui dit je dis, et pourtant ça a presque disparu des sources. Ça a disparu des sources, et le succès même immédiat de Mémorial, la publication 1823, concurrence déjà tous ces autres textes. C'est vrai. Est-ce qu'on peut simplement dire que c'est parce que Lascaz a mis dans son texte tout ce que vous avez pu évoquer, qui touche à l'émotion, presque à la nature très humaine de Napoléon, qui fait que le Mémorial a eu plus de succès que les autres?
Oui, et puis Lascaz, je sais plus, je crois que c'est Chantal qui nous fera une présentation là-dessus cet après-midi sur l'édition. Lascaz est un homme de marketing aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est certes, a été peu gâté par le testament de Napoléon, a eu beaucoup de difficultés financières à son retour de Sainte-Hélène, mais qui s'est complètement refait avec l'édition du Mémorial. À l'époque, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec des livres. Nous savons tous ici que cette époque est hélas révolue. Ce qui va expliquer qu'on va mettre 2 jours de suite le même costume. Lascaz a cette espèce de coup de génie, parce que d'abord, dès que la première édition arrive à son terme, avant le volume 8, il lance la 2e édition. Enfin, c'est vraiment presque une machine de guerre, l'opération Mémorial, avec en plus, là aussi d'autres vous le diront, une espèce d'équipe autour de lui. C'est-à-dire qu'à la fois, il a retrouvé son manuscrit, il a ajouté des choses, puis il a aussi O'Meara qui lui donne un coup de main, il a aussi Marchand et Ali qui correspondent avec lui. C'est vraiment à croire que tous les autres qui avaient aussi écrit quelque chose sur Sainte-Hélène se sont dit, après tout, c'est lui qui va gagner, donc on va se mettre à son service. Et c'est vraiment ça, Pierre. Sur ces autres écrits, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce moment de l'exil, est-ce que ça nous apprend plus, autre chose? Est-ce que ça complète le Mémorial? Alors oui, Thierry vient d'en parler sur les mémoires de Napoléon, on en retire l'impression que Napoléon a voulu un petit peu copier César à la guerre des Gaules, une sorte de précis militaire comme ça qu'il délivre, mais qui est effectivement d'un style assez sec et dans lequel on a une difficulté à entrer. Il a été publié une première fois en 1828, tu l'as rappelé. Sans doute pas trop marché, puisque l'année suivante, il y a une nouvelle édition, mais Montholon et Bertrand, qui étaient chargés de l'édition, ont changé complètement le plan. Peut-être que voilà, ils sont aperçus que les choses n'étaient pas, enfin, sous réserve, mais et puis après plus rien. Effectivement, il y a cela. Les autres journaux sont parus plus tard. Hein, Montholon, Charles Éloi l'a rappelé, Gourgaud, Bertrand dans les années 50, où il y a une description, mais il n'y a pas effectivement cet effet littéraire. Alors ils apportent beaucoup plus de précision que Lascaz. D'abord, comme l'a dit David ce matin, Lascaz n'est resté qu'1 an en Longwood, hein, que 18 mois auprès de Napoléon, le temps de devenir finalement, puisqu'on est ici parmi les immortels, mais ça a suffi, 18 mois dans une vie, parfois ça peut tout changer, preuve. Et là, c'est plus précis, c'est sans doute plus véridique sur certains aspects. Lascaz s'en servira d'ailleurs aussi de ses sources d'Oméara également. Un nouveau jeton dans la machine, Peter X sur Oméara, qui me salue. Donc, qui se sont nourris les uns les autres ensuite, puisqu'on reviendra évidemment, vous le savez, il est paru en 1823. Mais il reste au-dessus des autres et on n'arrive pas à l'atteindre, si je puis dire, malgré ses défauts, puisque ses défauts historiques, etc. Mais c'est que ses qualités littéraires l'emportent. Et si je peux rajouter, justement, Montholon, en 1847, il publie des récits de la captivité, alors qu'il est en prison, il veut se refaire une santé financière. Il écrit un journal. Il essaie de faire du Lascaz ou du sous-Lascaz, alors qu'il n'a pas tenu de journal, a priori, à Sainte-Hélène. Il lui reste quelques papiers, et c'est un peu un décalque du Mémorial, simplement parce que c'est une opération commerciale qui a marché, et il se dit, après tout, pourquoi pas moi aussi remettre un jeton dans la machine, et moi aussi faire mon propre Mémorial. Donc ça va être un petit peu... Il n'a pas la plume de Lascaz, donc ça va moins bien se vendre. Alexandre Dumas, apparemment, met un peu les mains dedans et essaie de retoucher le texte, mais ça ne va pas marcher. C'est un coût commercial qu'on ne peut pas refaire. D'ailleurs, Charles Éloi, on peut rappeler que le Mémorial s'inscrit dans une histoire, dans une économie de l'édition. C'est-à-dire que le Mémorial, ces autres textes liés à l'exil, mais il y a tant et tant de mémoires qui paraissent à ce moment-là. C'est des rayons entiers de bibliothèques. Enfin, à la Fondation Napoléon, on voit bien, Chantal est là, la bibliothèque. Non, mais on n'en finit plus. C'est rare ces périodes où on a autant de témoignages autour d'un temps si court. Oui, alors c'est une vraie effervescence éditoriale et ça commence un tout petit peu avant le Mémorial, mais le Mémorial vraiment
lance le mouvement. La censure de la Restauration se relâche un petit peu parce que Napoléon est mort. On a des tas de dignitaires de l'Empire qui s'ennuient, qui sont un peu désargentés pour certains, et donc ils vont raconter leurs souvenirs. Beaucoup vont broder, et ils vont raconter n'importe quoi. Par exemple, les mémoires de Constant, le valet de chambre de Napoléon, où il y a des volumes et des volumes de confidences, de conversations qu'il aurait entendues. Tout se passait dans la chambre à coucher de Napoléon, visiblement. C'est un peu ennuyeux. Il y a les mémoires de Bourrienne, l'ancien secrétaire de Bonaparte, qui écrit une lettre à son nègre littéraire où il dit « Inventez-moi des rendez-vous avec Duroc, avec Clark, avec Daru ». Et en fait, des rendez-vous qui n'ont pas eu lieu. Donc c'est quelque chose d'assez peu fiable, mais ça plaît, parce qu'on a l'impression d'entrer dans la grande histoire, mais par la petite porte, et parce qu'on apprend des détails sur l'homme. C'est ça aussi, c'est ce que le mémorial nous montre, c'est qu'on a envie d'en apprendre plus sur l'homme Napoléon, et tous ces mémoires, jusqu'à la fameuse duchesse d'Abrantès, complètement abracadabrantesque, justement, ça va nous apprendre quel homme était Napoléon. Donc on va voir quel dirigeant il était, en écoutant ses conversations avec ses ministres, avec ses secrétaires, la façon dont il gouverne, dont il dirige, mais on va aussi voir quel genre d'homme il était, les petits détails concrets, sa part d'humanité. Ça, c'est quelque chose que Lascaz nous montre, c'est peut-être l'enseignement de Lascaz, et ça a été très bien entendu par beaucoup d'auteurs contemporains. Napoléon était un homme, c'était un homme avec des petites habitudes, des petites manies, qui cohabitent avec le génie. Mais je ne vais pas anticiper sur la communication de Chantal Prévost de cet après-midi. Et puis, tout ce qu'on dit là, Thierry, on voit bien que on a deux choses dans ces textes-là. Il y a ce que ça peut nous apprendre sur un événement qui est raconté dans le mémorial, par exemple, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, mais surtout, ça nous montre comment était perçu à ce moment-là, 1823, l'Empire, l'épisode. C'est-à-dire que le mémorial est en lui-même un objet historique. C'est ça qui est passionnant, avec une vraie histoire. Oui, il est même, enfin, je le répéterai tout à l'heure, c'est devenu une source primaire à un certain moment. Prenons l'exemple de la jeunesse de Napoléon, dont on ne sait pas grand-chose. Lui-même, d'ailleurs, on n'a pas tellement d'éléments documentaires là-dessus. Il y a beaucoup des éléments de connaissances, entre guillemets, de la jeunesse de Napoléon qui viennent du mémorial. C'est au tout début de la captivité, il y a une d'histoire de la famille Bonaparte qui sert encore, malgré d'ailleurs des travaux, notamment par des historiens corses qui ont contredit, qui ont démenti, etc. Non, on reste toujours sur ces histoires-là, sur l'histoire du tonton qui meurt et qui écarte Joseph en disant « Non, Joseph, toi tu es trop bête, c'est lui le grand homme de la famille », etc. Tout ça est resté, et même si vous arrivez à prouver que ça n'est pas vrai, et on verra, je vous donnerai quelques exemples de choses cet après-midi, voilà, ça reste, c'est dans le mémorial, c'est la même chose pour les aspects. Et puis je voudrais juste, avant de redonner la parole à Pierre, on a parlé des lieux, il y a un lieu qui est, à mon avis, très lascazien à Sainte-Hélène, c'est le pavillon des Briards, parce que c'est là que ça commence. C'est le début des dictées, enfin la suite des dictées commencées sur le bateau. C'est très dense, y compris dans le manuscrit, la partie des Briards. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit qui hérisse le poil des Napoléoniens, parce que c'est un endroit charmant, agréable, où Napoléon a été heureux pendant les premiers mois de la captivité, et où on voit encore, même si le domaine est plus réduit qu'il l'était à l'époque, mais il y a ce que Napoléon et Lascaz ont surnommé le chemin du philosophe, où, paraît-il, il faisait les 100 pas. Alors, je connais le chemin, puisque c'est juste, j'y ai passé un petit peu de temps. À mon avis, même moi qui suis très en forme et très sportif, comme vous le savez, bon, un aller-retour, ça va. Hein, passer des heures à discuter là, mais il y a le fameux arbre, et Michel nous en parlera, où il a rencontré l'esclave Tobie. Il y a tout cet environnement, la cascade en forme de cœur, enfin tout ce qui plaît, tout ce qui fait partie de la légende napoléonienne est là. C'est le moment heureux, c'est le moment où probablement, pour le dire trivialement, Napoléon se lâche un peu vis-à-vis de Lascaz. Après, il va redevenir Napoléon quand il va monter. Pierre.
Alors, la pérennité du mémorial, nous en sommes une preuve aujourd'hui, est d'autant plus étonnante que lorsque le journal de Lascaz fut écrit, c'est dans une circonstance bien particulière qui est la première année de l'exil, qui concerne un Napoléon pas encore malade au point de mourir, encore en relative bonne forme, qui espère sortir de son île malgré tout, et par trois, on y reviendra, mais par trois discours principaux, hein, qui sont revenir sur le passé, montrer et donner son interprétation du passé, peut-être moins pour la postérité, mais pour les contemporains, en se défendant et en mettant en avant évidemment les aspects positifs et en répondant à des polémiques d'époque. Hein, je pense, malheureusement, il y a beaucoup d'événements dans cette région en ce moment, mais à l'épisode des pestiférés de Jaffa, des pestiférés et des prisonniers, enfin des soldats, pardon, exécutés lors du départ des Français, etc. Sur un angle d'attaque des Anglais, hein, qui permanent. Les Anglais ayant voulu dire, voyez, Napoléon n'est pas un homme proche de ses soldats puisqu'il les fait exécuter. Donc Napoléon répond beaucoup et détaille cette histoire. Donc il y a un aspect historique, mais qui est aussi un aspect de défense. Hein. Il y a un discours napoléonien libéral. On a choisi une politique, le libéralisme. Alors ce n'est pas tout à fait la politique sous l'Empire, mais on a choisi cet axe-là parce que les libéraux sont les ennemis des monarchies réactionnaires qui tiennent l'Europe, et donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc on a cette alliance-là. Donc le mémorial retranscrit cela. Et enfin, le discours sur la captivité, l'infâme traitement réservé à Napoléon, etc., quelque chose qui se développera tout au long du XIXe siècle. Bref, en fait, le mémorial rassemble les trois éléments qui seront des éléments véritablement de postérité. Le libéralisme, ce sera le courant politique du XIXe siècle, et qui sera en vogue, le thème du captif, le thème de l'enfermement et des méchants anglais, et donc cet aspect un petit peu romanesque quelque part, et effectivement le côté historique, l'épopée racontée, etc. Donc comme sans le savoir finalement, puisque c'était plutôt un discours pour les contemporains, je pense, on y reviendra, du moins le journal, hein, celui de 1815-1816, Thierry en parlera tout à l'heure, eh bien en fait, sans le savoir, il va connaître aussi cette postérité parce que, contrairement aux autres écrits, il rassemble tout, lui. Et ce sont les éléments, enfin les axes qui seront retenus et qui pourront créer une postérité. C'est très important ça, oui Charles Éloi. C'est peut-être ça qui a fait le succès du mémorial, c'est que contrairement aux mémoires de Napoléon qui sont un peu ennuyeux, il y a tout. Il y a du passé, il y a du présent, il y a de l'histoire, il y a un peu de littérature, il y a du voyage, il y a du côté personnel, du côté plus historique. C'est un mix de plusieurs approches de Napoléon et c'est ça qui rend la lecture variée et plaisante. Donc là aussi, il y a un côté très commercial, je pense, de la part de Lascaz, c'est qu'il avait compris le goût de ses contemporains, le goût du lectorat. C'est quelque chose qui, justement, pourrait plaire à tous les lecteurs. Mais alors, quel mémorial lire? Parce que ça, c'est la grande question. Alors, Thierry, il faut lire lequel? Il faut lire les deux. C'est-à-dire qu'il faut lire, évidemment, pour comprendre le 19e siècle, il faut lire l'édition imprimée par Lascaz, parce qu'elle a, sans exagérer, c'est un livre qui change l'histoire du monde. Parce qu'elle présente un autre Napoléon, elle fait de Napoléon le héros du libéralisme et du nationalisme, ce qu'il n'était pas. Donc voilà, l'ombre de Napoléon va couvrir le 19e siècle. En revanche, si on est plutôt historien, c'est évidemment le manuscrit original qu'il faut utiliser, parce que même si on n'est pas complètement sûr que Lascaz a inventé le reste, probablement, il n'a pas tout inventé. Il a eu des réminiscences, il avait peut-être pris d'autres notes pendant son exil. Mais si on veut citer Napoléon, on est, je le redis, plus près de la bouche du cheval dans le manuscrit original que dans les éléments imprimés, d'autant plus que, Dunant l'a bien montré, il y a des évolutions quand même d'une édition à l'autre qui sont parfois très sensibles, et qui dépendent aussi, par exemple, du fait que quelqu'un qui a été maltraité dans la première édition a écrit à Lascaz en lui disant « Dites donc, mon vieux, vous exagérez, c'est pas du tout. » Alors Lascaz, oui, il s'en fiche, hein, donc il dit « Bon, bah, d'accord, allez, finalement j'avais dit qu'il était méchant et en fait il était gentil. » Donc ça le gêne pas sur ce sujet-là. Donc je crois qu'il faut lire les deux. Et puis, ce qu'on fait là pendant 2 jours, c'est de faire du mémorial lui-même un objet.
Parce que c'est quand même... je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres exemples. Je me tourne vers les spécialistes de bibliographie. Il n'y a pas 2 exemples de livres qui a un simple livre, quoi, du papier avec des lettres imprimées, qui a une importance politique de cette ampleur, quoi. Et donc, et d'ailleurs, on parlait des succès quand on a sorti le manuscrit retrouvé. Enfin, c'est pas pour dire, mais on en a vendu autant que Lascaz avait vendu. Mais on n'a pas gagné beaucoup d'argent, je vous rassure. On a vendu autant que Lascaz en avait vendu en 1823. Comme si il y avait quelque chose autour de ce livre qui est un peu magique, ce qui a réjoui les éditions Perrin, évidemment. Vous savez, on voit souvent des auteurs mourir dans la misère, jamais les éditeurs. Ça, c'est vrai. Pierre, c'était quoi l'ambiance à la Fondation Napoléon quand l'idée de ce mémorial retrouvé a commencé à circuler? Une ambiance très, je veux dire, excitante et excitée, parce qu'effectivement, grâce à Peter et à Chantal, François, Thierry qui a dirigé l'opération, etc., qui était une longue opération, il racontera tout ça tout à l'heure. Moi, je n'étais pas encore dans l'opération, donc je l'ai vu comme témoin, mais c'était fascinant de savoir que page après page, les choses allaient changer, que ce qu'on croyait établi, en fait, ne l'était pas. Donc il y avait vraiment un aspect, mais il dira mieux que moi, de découverte de trésors, en fait. Et ça, c'est un bonheur. Je me tourne vers Charles Éloi qui évolue parmi les manuscrits, etc. Mais c'est le Graal de l'historien. C'est ça. Et, enfin, j'imagine l'exaltation que vous avez dû ressentir, mais on peut la ressentir devant d'autres manuscrits. Enfin, les manuscrits dictés par Napoléon à Sainte-Hélène n'ont pas été publiés de façon scientifique. Ça doit être faisable, ce serait très compliqué, mais c'est faisable. Je pense aux mémoires de Marchand, il y a une partie qui est encore inédite. Les manuscrits du Mamelouk Ali, bon, maintenant ils sont en main privée, mais on pourrait revenir encore sans doute dessus. Hier, j'étais à la bibliothèque, enfin aux archives des affaires étrangères à la Courneuve, les rapports de Montchenu, le gouverneur, enfin l'ambassadeur de Louis XVIII à Sainte-Hélène, ils n'ont pas été publiés, et c'est vachement intéressant en réalité, ça mérite, parce qu'il dit on s'ennuie sur cette île, on n'a qu'une chose à faire, c'est de parler de Napoléon. Donc il dit ça quasiment au début. Pardon ? Et sans le voir, oui. Mais en réalité, c'est une exaltation, celle de la découverte du manuscrit. Tout historien en rêve, mais je pense qu'on doit pouvoir la reproduire encore, peut-être avec moins d'intensité, mais pour d'autres documents. Et il faudrait refaire des éditions critiques pour absolument tous les écrits de Sainte-Hélène. Donc je pense que c'est bien parti. Ça permettra à nouveau de continuer à mettre l'exil en perspective. Ça fait du boulot. Oui, alors, et il y en a déjà eu de fait, puisque François Houtsec a publié les 2 dernières années des cahiers du grand maréchal Bertrand, dont la première année était totalement inédite. En plus, c'est l'année où personne n'a rien écrit. On a maintenant cette année-là. Et puis Jacques Massé a republié l'intégralité du journal de Gourgaud. C'est aussi assez amusant comme processus. D'abord, la première édition est faite par la famille Gourgaud. Donc toutes les choses que dit Gourgaud, c'est pas la peine que le public le sache, on les enlève. Il y a une deuxième édition où il y a un gars qui dit quand même vous avez caviardé, on va en rétablir un peu. Puis finalement il se dit oh ben non, on va pas tout rétablir. Et puis là on a ce journal, alors là pour le coup a été écrit au jour le jour par le général Gourgaud avec son sale caractère, avec des insultes vis-à-vis de ses compagnons, etc., qui est entièrement rétabli et qui donne à sa lecture, à sa simple lecture, une idée de ce qui se passait à Sainte-Hélène qui n'est absolument pas l'idée de Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige étant Napoléon et les 7 nains ses compagnons. C'est véritablement un enfer. Ce que ça a dû être à certains moments de l'exil, parce que Napoléon était insupportable. Il faut se mettre à sa place, on l'aurait été probablement autant en étant monté si haut et descendre si bas, ça crée un petit choc. Mais voilà, alors ce que dit Charles Éloi est juste, les éditions 19e, 20e, on va dire jusqu'à récemment, évidemment, il ne s'agit pas de les critiquer. Elles ont toutes été, notamment la réédition de Marchand par Jacques Jourquin, dont tout ça est formidable. Mais on peut affiner encore un petit peu tout ça. On a en plus la chance d'avoir à Sainte-Hélène Michel d'Ancoine Martineau qui travaille
dans les archives locales, qui connaît, alors là pour le coup maintenant, la bibliographie sur Sainte-Hélène sur le bout des doigts, qui nous donne des indications. On a les papiers de l'eau auxquels on accède plus facilement à la Bibliothèque nationale de France. Alors c'est vrai que Pierre a sorti l'année dernière un livre qu'on va dire définitif sur Napoléon à Sainte-Hélène, sauf que tous les jours on s'aperçoit que peut-être dans 15 ans, quelqu'un d'autre va faire un deuxième livre définitif, quoi. Thierry, je ferai comme Lascaz, je rajouterai des éditions, voilà, peut-être ça sera illustré un jour, je l'espère. Donc moi aussi, il faut que j'ai le sens du marketing avec mon éditeur sur le... Oui, il faut sur ça. Je voulais dire aussi, dans le mémorial, lorsqu'il disparaît, il y a aussi beaucoup de portraits et de jugements de Napoléon sur les contemporains. Regardez bien aujourd'hui, quand sortent des mémoires d'hommes politiques, de chanteurs, de chanteuses, etc., qu'est-ce que la presse retient? Eh bien, il a dit ça sur un tel, tiens, il a dit ça, et ça, et, ah ben lui, il décrit ça, tiens, celui-là, c'est un imbécile. Je me souviens des mémoires d'Obama ou d'autres qui, comme ça, évoquaient nos chefs d'État, pas toujours avec une grande habileté. Donc, on les extraits qui sortent, c'est tout de suite ça. Tiens, il a pensé, ah ben tel, c'est un imbécile, ah, oui, tiens, à l'autre, ah, formidable, etc. Donc, d'ailleurs, ça change au fil des versions, mais ça, c'est présent. C'est mieux rédigé que dans les autres journaux qui sont plus directs parce que c'était des militaires, Gourgaud, Bertrand, moins Montholon. Mais c'est plus habillé, on va dire, plus croqué. Il y a comme ça des portraits. On adore ça. On adore savoir ce que pense un tel de Macron, de son Premier ministre, de tel. On adore ça. Enfin, donc ça y est. Et évidemment, à l'époque, on se régale, quoi. Oui, parce qu'il y a de quoi dire. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Thierry, ce livre-là a quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, un colloque aussi imposant autour d'un livre, Charles Éloi, il est difficile de citer des livres qui réunissent autant de gens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands colloques sur des ouvrages de littérature. Mais là, on sent bien qu'on est au-delà de ça, parce que la littérature est présente avec Lascaz, il y a la politique, il y a l'histoire, et puis il y a l'ensemble de notre histoire, au-delà même de 1823. Alors, il y a peut-être des livres qui fascinent, il y a peut-être des livres qui rendent fou aussi, c'est possible, mais je pense qu'on pourrait très difficilement faire de pareils colloques sur des livres. En littérature plutôt, il y aurait éventuellement les mémoires de Saint-Simon, qu'on pourrait faire peut-être 2 jours sur les mémoires de Saint-Simon, et sur Saint-Simon, Chateaubriand, on pourrait peut-être le faire éventuellement, mais c'est nourri aussi du mémorial, et on pourrait le faire avec Proust éventuellement, ou alors imaginer toute une œuvre, Zola, mais là on a à la fois le littéraire, le politique, le biographique, c'est quelque chose d'assez inédit. Et puis même si on prend les mémoires d'outre-tombe, c'est fascinant, c'est exceptionnel, tant en littérature qu'en source historique. Mais on va dire que l'écho des mémoires d'outre-tombe ne chamboule pas le futur. Thierry, le mémorial, c'est pas la fin de quelque chose. C'est ça qui est intéressant, c'est le début de quelque chose. Oui, bien sûr, oui, complètement. Arthur l'a évoqué ce matin. Bon, dans les actes, ce sera beaucoup plus développé, mais c'est la matrice du reste. Enfin, Jean Tullard, encore lui, a publié la bibliographie de tous les mémoires publiés. Les 3/4 sont publiés dans la foulée. C'est parce qu'on s'est dit, voilà, il y a eu un intérêt. En plus, il faut voir, 1823, c'est la fin de Louis XVIII. On sait que ça va se terminer. On pense que Charles X va être un roi réactionnaire, enfin, simplifions les choses. Donc il y a une alliance entre les libéraux, les nostalgiques, les gens qui ont peur, etc., qui vont se précipiter sur ce livre qui est presque des mémoires d'espoir, on pourrait dire, pour la suite des Napoléoniens, car évidemment Napoléon, lui, même s'il est immortel, ne pourra pas prendre tout ça en main. Et c'est vraiment un événement, et on a supprimé des communications qu'on avait prévues sur la philosophie dans le mémorial de Sainte-Hélène, l'Antiquité dans le mémorial de Sainte-Hélène, etc. C'est un livre qui, au fond, on pourrait faire toute sa carrière juste en étudiant le mémorial de Sainte-Hélène. C'est inépuisable. Pierre. Oui, et son succès à l'international, en fait, ses traductions dans tous les pays. J'ai vu des traductions italiennes qui étaient d'ailleurs fort singulières, où ce n'était plus présenté comme un journal, mais
tous les textes étaient rassemblés de manière thématique, comme si on écrivait un livre d'histoire. C'était assez intéressant. Il y a eu évidemment les traductions en Angleterre, partout ailleurs. Et un jour, un libraire parisien m'a raconté que quelqu'un collectionnait les versions du mémorial. Il n'était pas arrivé. Il avait rempli une énorme bibliothèque avec le même livre, ce qui est quand même... Bon, tous les collectionneurs ont un petit côté obsessionnel. Mais je veux dire, c'est fascinant d'avoir ces murs... fascinant et peut-être inquiétant, d'avoir ces murs couverts du même livre, mais c'est dire que combien de versions, enfin, on ne peut même pas les compter. Charles Éloi. Non, simplement, en écoutant Thierry, je me suis demandé si en définitive, Lascaz avait peut-être pas mieux compris le bonapartisme que Napoléon, puisque Napoléon s'enferme dans ses anecdotes, il ressasse le passé. Lui, Lascaz voit l'avenir. Alors, c'est Marcel Dunant, je crois, qui dit que Napoléon a de l'avenir dans l'esprit. Est-ce que ça n'était pas plutôt Lascaz? Est-ce que c'est pas en définitive Lascaz qui choisit de partir? On en parlera cet après-midi, parce que il en a marre des anecdotes. Il se rend compte qu'il y a autre chose qui se profile, il y a autre chose dont le lectorat a besoin, et finalement, c'est un passé vivant qui va ramener en Europe. Donc je me demande s'il n'est pas parti de Sainte-Hélène, un petit peu comme Prométhée qui apporte le feu aux hommes, en cachette, parce que Napoléon, lui, avait surtout envie de parler de lui, parler du passé, de ressasser sa gloire, et pas de devenir l'avenir du libéralisme. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Oui, à destination de ses contemporains, Ma vie est un roman. Thierry, on n'en peut plus. Mais on peut pas alors, ce n'est pas dans le premier manuscrit, mais ça revient sans cesse. Oui, vous êtes en train de spoiler mon intervention de cet après-midi. Mais oui, juste, avant, je reviens sur les portraits, parce que ce que Pierre a dit est vraiment très, très important. Et on le sait, nous, dans notre pratique quotidienne. Il y a, par exemple, dans le mémorial imprimé, il y a un moment, je pense, 8 ou 10 pages dans l'édition de Dunant, qui sont... l'empereur a passé en revue ses ministres. Et puis, tout à coup, il y a un jeu de massacre qui est ouvert, où il y a les portraits de tous les ministres. Alors, et évidemment, tous, autant que nous sommes, on s'est dit, tiens, on va parler de l'amiral de Craye, tiens, qu'en dit Napoléon dans le mémorial? Alors, on voit, je sais pas quoi, vieil imbécile, machin, on dit, ah ouais, mais Napoléon, bon. Et en réalité, quand vous allez dans le manuscrit, ça y est pas. Donc, la question, c'est, qui a fait le portrait? Est-ce que c'est Lascaz ou est-ce que c'est Napoléon? Parce que Lascaz se soit rappelé de choses, pourquoi pas, mais il y a eu 32 ministres. Alors il s'est rappelé des appréciations de Napoléon sur ces 32 ministres. Celui-là, il me cassait les pieds, celui-là, il était formidable, voilà. Donc vous voyez, on a encore des tas de colloques à faire sur le sujet, y compris sur, effectivement, une des choses importantes, dont nous sommes très très friands. Alors j'espère qu'on le sera moins maintenant forcément, mais quand même. Il n'y a pas un portrait dans le manuscrit, on peut le dire dès à présent, il n'y a pas un portrait d'individu dans le manuscrit original de Lascaz. Parce que je pense qu'il ne parlait pas de ça avec Napoléon, tout simplement. Ouais, c'est ce goût pour les critiques des uns des autres que Pierre évoquait. Le goût pour le portrait, et c'est le travail, c'est la passion des historiens au XIXe siècle, c'est l'art du portrait, l'art littéraire du portrait. Tous les éditeurs disent, en relisant votre manuscrit, en général, faites un portrait, campez-le. Donc ça, Lascaz l'avait compris, je pense, au premier degré, et on a... Après la lecture du mémorial, souvent des réactions de certains auteurs un peu plus savants, un peu plus ennuyeux, prenez garde aux portraits, parce que les portraits, ils sont trompeurs, très souvent. On aime bien être trompé par le mémorial, disons-le, oui, quitte à être déçu, mais de manière positive en allant à Sainte-Hélène. Il faudra aller tous lire le mémorial à Sainte-Hélène. Merci vivement à tous les trois pour cette conversation et surtout ces témoignages que vous avez ressentis les uns les autres. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.